Donc moi, je m'intéresse à l'environnement. Je m'intéresse aux lieux, aux endroits. Des environnements, j'entends par environnement à la fois naturel, humain, tout. Ils sont riches et intéressants à proportion de l'attention qu'on y porte. Je m'étais résumé le type d'attention qu'on peut porter au territoire en 4 préceptes, dans une espèce de petite morale provisoire. En 4 préceptes, j'empruntais la notion de morale provisoire à un grand philosophe qui disait que quand on n'a pas euh, une idée absolument certaine de ce qu'on doit faire, qu'on n'a pas un programme très précis, mais que quand même on doit s'occuper, parce qu'on doit toujours s'occuper des endroits où on se trouve, eh bien on peut suivre les préceptes d'une morale par provision, une morale qui n'est pas certaine de nous amener quelque part, mais qui pourra peut-être nous faire découvrir des choses aussi. Ces 4 préceptes de morale provisoire, je les avais définis comme ça. Le premier, c'est une attention à la mémoire de l'endroit où on va développer un projet. Une attention très grande à ce qui est déjà là et à sa signification éventuelle. Une attention à toutes les pistes que les choses qui sont là peuvent nous donner sur l'histoire ou les histoires qui ont fabriqué la situation où on est. Le deuxième précepte, ça consistait, ça s'adressait en particulier à les architectes qui utilisent souvent des instruments comme ça de représentation simplifiée, de dire qu'il ne fallait pas regarder uniquement les environnements en plan, dans les 2 dimensions du plan, qui donne des informations sélectives, mais qui a tendance à écraser un peu comme ça l'épaisseur des territoires, qu'il fallait justement essayer de se rendre sensible à ces environnements comme volume, dans leur épaisseur, dans la superposition de dispositifs, de choses qui les fabriquent. Le troisième, c'était de regarder ces environnements non pas simplement comme des collections de composantes, d'éléments, d'objets, mais comme tout un tissu de relations entre ces objets. Alors les relations, ça saute pas autant aux yeux que les objets, parce que le mot objet, par définition, c'est quelque chose qui se distingue par lui-même, comme ça, quelque part. Les relations, c'est plus subtil, mais qu'un site, c'est tout autant les objets qu'il compose que les relations qui se tissent entre ces objets. Bon, c'est un peu abstrait, dit comme ça, mais en même temps, on comprend bien que le monde, il est fait de ces relations. Et puis enfin, le dernier, c'était de considérer qu'un environnement, c'est pas juste quelque chose dont on peut tirer le portrait à un temps T, presque photographiquement, comme ça, mais que c'est un processus qui est sans arrêt en train d'évoluer, de se produire, et tout ça. Et donc, vous voyez que ces 4 préceptes, il y en a 2, au fond, qui nous rendent attentifs à la richesse de l'environnement comme espace. C'est ce que j'ai appelé le numéro 2, l'attention à l'épaisseur, et le numéro 3, l'attention aux relations entre les choses, on dirait aux espacements entre les choses, plutôt que la collection de ces choses. Et qu'il y a 2 autres préceptes, le premier, l'anamnèse, la mémoire, et le dernier, sur l'environnement comme processus, toujours en cours, qui mettent l'accent sur la dimension temporelle de ce qu'il faudrait appeler des espaces-temps, en fait. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, cette petite morale provisoire, mais elle essayait simplement de nous rendre attentifs à la richesse des environnements dans ces 2 dimensions, spatiale et temporelle. Alors, je me suis beaucoup intéressé au premier de ces préceptes, à la dimension de la mémoire et de l'anamnèse
des situations construites, des environnements dans lesquels on vit. J'ai même consacré un petit livre à cette question, en rappelant une curiosité pour nous, à savoir que quand les gens ne disposaient pas de toutes sortes de prothèses techniques que sont des livres, des bibliothèques, a fortiori des ordinateurs, tout ça, quand il n'était pas si facile au fond de consigner, de conserver la mémoire des choses, quand on avait, j'allais dire, que son cerveau pour le faire, qui est limité, eh bien, on sait que nos ancêtres de ces époques-là, ils avaient recours à ce qu'ils appelaient l'art de la mémoire. Et l'art de la mémoire, ça consistait, ça s'apprenait. Au fond, les gens cultivés apprenaient à apprendre, apprenaient à se mémoriser, à travers un certain nombre d'outils mnémotechniques. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de constater que le principal de ces outils mnémotechniques, la principale méthode de mémorisation, consistait à se construire des espaces de mémoire, des architectures de mémoire, des palais de mémoire, qui étaient donc des palais virtuels, dont vous étiez l'architecte personnellement, dans lesquels ensuite vous disposiez des images de mémoire sur les murs de ces palais virtuels, comme sur une simèse, comme ça, des images de mémoire tout aussi virtuelles que le bâtiment dans lequel vous les installiez, qui étaient censées vous rappeler, au fond, les différentes choses dont vous vouliez conserver la mémoire, ou par exemple, quand vous étiez un avocat qui devait plaider une cause, de vous remémorer dans l'ordre tous les différents arguments que vous entendiez développer dans votre plaidoirie. Et donc, les hommes ou les personnes ou les gens cultivés de ces époques-là, c'était des gens qui étaient à la fois des architectes et des peintres par imagination, qui visualisaient mentalement, comme ça, tout l'appareil de concepts, d'idées, etc., qu'ils entendaient conserver. Alors nous, aujourd'hui, on dispose de tas d'outils, de prothèses, je disais, des bouquins, des bibliothèques, des ordinateurs, tout ça, qui nous permettent de décharger notre esprit, comme ça. Et c'est quelque chose qui nous est totalement sorti de l'esprit, que la mémoire pouvait être un art. Mais il est intéressant de se souvenir de ça, parce que quelque part, quand on pense, penser, c'est toujours quelque part visualiser. C'est l'origine même du mot idée. En grec, une idée, c'est une vision. Et une vision, c'est une représentation quelque part située, spatiale. Même les idées les plus abstraites, et même si on ne maîtrise pas la façon dont on se les représente, c'est quelque part des représentations. Donc ce qui est intéressant dans cet art de la mémoire, c'est l'espèce d'équivalence qu'il établit entre l'espace et la pensée. Un environnement construit, c'est finalement un vaste réservoir de pensée, de réflexion, d'objets qui révèlent des intentions, qui racontent des histoires, etc. Quand la mémoire n'était pas une chose évidente, on en a fait un art. Aujourd'hui, où la mémoire nous paraît être une chose évidente et où, d'une certaine manière, on ne veut pas s'en embarrasser l'esprit, parce que on va plutôt se féliciter de notre capacité à aller la chercher au besoin là où elle se trouve. En revanche, il y a quelque chose d'autre qui aujourd'hui est rare, tout aussi rare que la ressource était une mémoire rare pour les gens qui ne pouvaient pas la consigner dans des livres. Il y a une chose qui est rare, c'est l'espoir, aujourd'hui, l'espérance, dont on pourrait dire qu'elle est quelque part le symétrique de la mémoire. La mémoire, c'est la façon dont on se rapporte au passé, un passé personnel, collectif,
Et l'espoir ou l'espérance, c'est la façon dont on se projette, ou la relation qu'on entretient avec le futur. Et aujourd'hui, quand je dis que l'espoir, c'est pas une chose, c'est pas une ressource, comment dire, abondante, on le voit bien rien qu'en lisant les journaux ou en regardant les journaux télévisés qui nous font la chronique des problèmes environnementaux aujourd'hui. Au fond, les environnementalistes nous font chaque jour le bilan des raisons qu'on a de désespérer du futur. Donc de la même manière, on peut se demander si aujourd'hui, on n'aurait pas intérêt à faire de l'espoir ou de l'espérance un art. Un art, c'est-à-dire une technique tout aussi sophistiquée que l'était l'art de la mémoire pour les anciens, qui serait un art d'espérer. Alors c'est un oxymore, art d'espérer. L'espoir, tout comme la mémoire d'ailleurs, on pense que soit les gens ils en ont, soit ils en manquent, ils en ont pas. Et c'est comme ça qu'on distingue d'un côté les optimistes, qui regorgeraient d'espoir, parfois autorisés par une très grande ignorance, et d'autre part, des gens qui en manqueraient totalement et qui seraient désespérés. On voit beaucoup autour de nous, soit des optimistes, soit des pessimistes. Je ne parle pas des indifférents. Mais ce que les optimistes et les pessimistes ont en commun, quelque part, c'est qu'ils considèrent tous les deux l'espoir comme une donnée, une ressource qui manquerait ou qui, au contraire, serait abondante. Ça change tout si on considère que c'est une ressource, l'espoir, qu'il faut cultiver, qu'il faut quelque part produire, qu'il faut ménager. Et si c'est le cas, alors l'espoir ou l'espérance devient ce que les Anglais appellent le matter of art, devient une affaire d'art, au sens le plus bête du terme art, c'est-à-dire de soin apporté à quelque chose, à son enrichissement, tout ça. Donc, aujourd'hui, il me semble que un des arts les plus importants à cultiver, c'est l'art d'espérer. De la même façon que les anciens pratiquaient l'art de la mémoire, ce qui leur a permis au passage de nous transmettre une sacrée culture. Voilà. C'est que faire de l'espoir ou de l'espérance un art, ça veut dire commencer par se sentir responsable à la fois de sa mémoire et de son espoir. Ça veut dire, et ça c'est assez important, ça veut dire ne pas déléguer sa faculté de mémoire ni d'espérer entièrement à des institutions. On voit bien que, par exemple, pendant de longues périodes de notre histoire, les sociétés ont, en partie, plus ou moins, délégué leur faculté d'espérer à des spécialistes, à clergés religieux, ou aujourd'hui, très souvent, à des institutions de la technoscience, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, on délègue à des cénacles sa faculté d'espérer. Alors, on est des collectivités. Et par conséquent, l'art d'espérer, il est en partie, et même largement, collectif. Et donc, il y a en permanence une délégation de mémoire et d'espoir. Mais elle ne peut pas être totale.
elle peut pas être totale, et donc il s'agit de revendiquer quelque part sa faculté de souvenir et d'espoir. Alors parmi les gens aujourd'hui qui me paraissent combiner de façon très intelligente ce que j'appelle l'art de la mémoire et l'art d'espérer, il y a ceux qui sont impliqués aujourd'hui dans ce qu'ils appellent la permaculture. La permaculture qui consiste au fond à s'occuper soi-même, prendre soin de sa faculté d'espérer localement, et à s'organiser pour installer une relative autonomie à l'échelle individuelle ou communautaire. Alors la permaculture l'a fait, comme son nom l'indique, dans le domaine essentiel de la façon dont on satisfait ses besoins alimentaires, en considérant que c'est la première chose à faire, d'assurer non seulement sa survie, mais oui, sa bonne santé à partir de culture alimentaire. Donc la permaculture, elle consiste d'abord, ça c'est l'aspect art de la mémoire, à reconnaître attentivement son propre écosystème. Vous voyez, aucun écosystème n'est semblable tout à fait à un autre. Sa composition est particulière, elle est le fruit d'une histoire, d'histoires au pluriel très longues qui se sont croisées là. Et quelque part, la première tâche, c'est d'entrer dans l'intelligence des processus qui ont fabriqué des gens, des histoires, des traditions, des événements qui ont fabriqué le lieu où on se trouve et qui en portent la marque, les signes, les vestiges ici. On ne peut pas cultiver cet écosystème-là comme on cultiverait tout à fait un autre. Et donc, l'art de la mémoire, ici, ça consiste à comprendre où on est. Et à partir de là, à partir de cette observation attentive, eh bien, ça consiste à profiter des énergies qui sont là pour produire une nourriture ou un ensemble, au fond, de ressources qui sont adaptées à la situation et qui nous permettent d'envisager le futur localement et sereinement à l'endroit où on est. Sans s'en remettre, au fond, aux promesses d'un futur permanent offert par de grands systèmes dont on ne maîtrise pas ni les ambitions, ni les capacités, ni les promesses. Alors ce qui vaut pour l'agriculture sous le nom de permaculture, ça vaut aussi pour presque tous les domaines de l'existence. À savoir ce couplage entre l'attention qu'on porte à la richesse de l'endroit où on est et des possibles que cet endroit permet. Voilà.